Si ton frère n'est pas invité, nous ne viendrons pas non plus, c'est ce que mes parents ont dit à propos de ma sœur. Si ton frère n'est pas invité, nous ne viendrons pas non plus. C'est ce que mes parents ont dit à propos du mariage de ma sœur, après l'avoir défendu pendant 20 ans alors qu'ils nous tyrannisaient tous. Et maintenant, ils ont perdu tous les enfants qu'ils ont ignorés pour lui. Salut, Reddit. J'ai été le souffre-douleur de la famille pendant que mon frère était traité comme un roi sans rien faire. Je me suis enfin libéré, j'ai construit ma propre vie et je pensais en avoir fini avec tout ce drame. Mais il s'avère que ma famille avait d'autres projets. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Moi, Travis, j'ai grandi dans une petite ville de l'Indiana avec mon frère aîné Matt, ma sœur cadette Natalia, et nos parents. Matt avait 2 ans de plus que moi. Et dès le début, il était assez évident qu'il était le favori. Tout a commencé parce qu'il était bon au football américain. Pas seulement bon au niveau de l'équipe du lycée. Les gens en ville pensaient vraiment qu'il pourrait obtenir une bourse universitaire. Les entraîneurs le couvraient d'éloges, les voisins parlaient de lui, et mes parents en raffolaient. Chaque fois qu'il marquait un touchdown, ma mère agissait comme si c'était elle qui était sur le terrain. Mon père l'appelait notre ticket pour la gloire. Pendant ce temps, j'étais juste là. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas un gamin solitaire. J'avais des amis, je réussissais bien à l'école, je jouais aux jeux vidéo, des trucs normaux. Mais comparé à Matt, c'était comme si j'étais invisible. Il était bruyant, confiant, le centre de l'attention. J'étais plus calme, plus intéressé par le dessin et la musique, pas vraiment par le sport. Cela suffisait à Matt pour commencer à s'en prendre à moi très tôt. Il prenait mes affaires sans demander, me disait que j'étais trop sensible, se moquait de mes vêtements ou de mes cheveux devant ses amis. Si je me mettais en colère, il riait comme si j'étais le fou. Mes parents avaient toujours la même réaction, les garçons sont comme ça. L'un de mes plus anciens souvenirs de la méchanceté de Matt remonte à mon 10e anniversaire. J'avais invité quelques amis. Nous étions dans le jardin en train de manger du gâteau quand Matt m'a renversé un seau d'eau froide devant tout le monde. Mon gâteau était fichu. Mes cadeaux étaient trempés. Les autres enfants ont ri, mal à l'aise. Et Matt se tenait là, souriant comme s'il venait de gagner le Super Bowl. Je suis rentré en courant et en pleurant. Ma mère a dit que j'exagérais et mon père m'a dit de me détendre. Matt n'a même pas été puni. C'était le schéma habituel pendant presque toute mon enfance. Matt pouvait faire tout ce qu'il voulait. S'il cassait quelque chose, c'était un accident. S'il m'insultait, c'était une blague. Si jamais je répliquais, c'est moi qui étais le problème. Quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à remarquer que d'autres personnes le voyaient aussi. Des professeurs demandaient pourquoi Matt était si méchant avec moi parfois. Une voisine a dit à ma mère que Matt ne devrait pas tant s'en prendre à moi. Elle a balayé ça d'un revers de main en riant. Matt a empiré en grandissant. Ce n'était plus juste des taquineries. Une fois, il a dit à la fille qui me plaisait que je dormais encore avec une veilleuse. Ce qui n'était pas vrai, d'ailleurs. Elle a cessé de me parler pendant des semaines. Natalia était petite à l'époque, donc elle ne s'en mêlait pas beaucoup. Elle avait 4 ans de moins que moi, et Matt l'ignorait la plupart du temps. Parfois, elle lui disait de me laisser tranquille, mais elle n'avait aucun pouvoir dans la maison non plus. Le traitement de « Golden Boy » a atteint son paroxysme lorsque Matt a commencé le football au lycée. Soudain, tout dans nos vies tournait autour de ces matchs. Les vacances étaient annulées à cause des tournois. Mes parents portaient son maillot pour aller faire les courses comme s'il était déjà dans la NFL. Pendant ce temps, j'étais le gamin que les parents de mes amis emmenaient à son cours de dessin parce que maman et papa étaient trop occupés par l'emploi du temps de Matt. Le truc, c'est que Matt n'était même pas un fils parfait en dehors du football. Il passait à peine ses classes, répondait aux professeurs, faisait la fête avec ses amis, et était toujours traité comme s'il marchait sur l'eau. Et moi, je faisais profil bas, j'avais de bonnes notes, je ne causais jamais de problème. Ça n'avait aucune importance. À 14 ans, j'ai arrêté de me donner la peine de dire à mes parents quand Matt me faisait quelque chose. Comme la fois où il a accidentellement cassé ma guitare parce qu'il s'amusait avec. J'ai réalisé que rien n'allait changer. Un soir, au dîner, Matt a plaisanté en disant que je finirais par vivre dans le sous-sol de papa et maman pour toujours. Tout le monde a ri, sauf moi. Ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, cette phrase lui reviendrait en pleine figure bien plus durement que quiconque ne l'aurait imaginé. Mais à l'époque,
Je suis juste resté assis là, à manger, en comptant les années jusqu'à ce que je puisse partir. Au lycée, j'avais déjà appris les règles. Matt faisait ce qu'il voulait. Maman et papa le défendaient, et je restais en arrière-plan. Mais le lycée a empiré les choses, car Matt avait maintenant une voiture, un plus grand groupe d'amis et plus de moyens de me rendre la vie misérable. L'une des premières choses qu'il a faites en première année a été de prendre mon vélo. Il a dit qu'il en avait besoin parce que sa voiture ne démarrait pas, ce qui était un mensonge. Il l'a emmené chez un ami, l'a laissé dehors toute la nuit, et on l'a volé. Quand je l'ai dit à maman et papa, ils ont simplement répondu « Eh bien, tu aurais dû mieux l'attacher. » Comme si c'était moi qui l'avais laissé là. J'avais économisé tout l'été en tondant des pelouses pour acheter ce vélo. Puis il y a eu mon premier rendez-vous. J'avais 16 ans. Avec une fille nommée Kayla de mon cours de maths. Nous sommes allés au cinéma. Tout allait bien jusqu'à ce que Matt se pointe avec ses amis. À mi-parcours, il nous a repérés dans le hall et s'est mis à crier « Eh, Travis, ne sois pas nerveux, mec. Ne pleure pas si elle te tient la main. » Tout le monde a ri. Kayla était si gênée qu'elle m'a à peine parlé le reste de la soirée. Quand j'en ai parlé à ma mère plus tard, elle a dit « Il ne fait que te taquiner. Il ne le pense pas à mal. » J'ai commencé à réaliser que Matt pourrait incendier la maison, et ils accuseraient probablement le vent. Le grand tournant a eu lieu lors de l'avant-dernière année de lycée de Matt, quand il avait 17 ans et moi 15. Jusque-là, le football avait été le centre de gravité de notre maison. Matt était la star, le futur athlète universitaire, celui que tout le monde pensait voir réussir. Puis, un après-midi d'automne, après une dispute avec son entraîneur au sujet de son temps de jeu, Matt, qui pensait mériter d'être le quarterback titulaire même si l'autre joueur était meilleur, a quitté l'équipe en pleine saison. Il est juste parti. Il a dit à tout le monde qu'il se concentrait sur son avenir. Quel avenir? Il a passé le reste de son avant-dernière année et toute sa dernière année à vivre essentiellement au sous-sol, dormant jusqu'à midi, veillant toute la nuit à jouer à Fortnite et à traîner avec ses amis. Mes parents continuaient de dire aux gens qu'ils prenaient une pause avant que les recruteurs universitaires n'appellent. Personne n'a appelé. Pendant ce temps, je m'en sortais bien à l'école. En seconde, j'ai rejoint le club de musique, trouvé un emploi à temps partiel dans une pizzeria, et j'essayais de ne pas causer de problème pendant que Matt traînait en agissant comme si le monde lui devait quelque chose. Mais Matt ne me laissait pas tranquille. Il a commencé à s'en prendre à mes affaires intentionnellement. Il entrait dans ma chambre quand je n'étais pas là. Prenait des choses, les cachait, parfois les cassait. Le pire a été la guitare. J'avais économisé pendant 1 an pour l'acheter. Je suis rentré un jour et je l'ai trouvée en 2 morceaux. Matt a dit qu'il l'avait fait tomber de son support. Maman m'a dit que j'aurais dû la mettre dans un endroit plus sûr. Cette fois-là, j'ai pété les plombs. La première et unique fois où je l'ai vraiment poussé. Il m'a repoussé. On a commencé à crier. Les choses se sont envenimées. Papa est entré, nous a séparés, et devinez qui a été puni? Moi, parce que Matt leur a dit que c'est moi qui avais commencé. Il a même versé quelques larmes de crocodile en disant que j'étais toujours en colère contre lui sans raison. Je me souviens m'être tenu là, pensant qu'il pourrait littéralement braquer une banque et qu'il me reprocherait de ne pas l'avoir arrêté. J'ai commencé à travailler plus d'heures à la pizzeria. En partie parce que je voulais de l'argent, en partie parce que cela me donnait une excuse pour ne pas être à la maison. Mon patron était un type nommé Joe, un ancien militaire. Il m'aimait bien parce que je travaillais dur. Parfois, je restais tard juste pour éviter de dîner avec ma famille. À la maison, tout tournait autour de Matt, même s'il ne faisait rien. Mes parents agissaient toujours comme si, d'un jour à l'autre, les universités allaient faire la queue pour le recruter. La réalité, c'est qu'il a à peine obtenu son diplôme. Sa moyenne était désastreuse. Aucune équipe de sport ne voulait de lui, et il n'avait aucun plan. La soirée de sa fête de fin d'études a été le moment où tout a vraiment explosé. Maman et papa ont organisé une énorme fête dans le jardin, invitant la moitié du quartier. Matt se pavanait comme s'il était le roi du monde. Quelqu'un lui a posé une question sur l'université et il a répondu qu'il gardait ses options ouvertes, comme s'il était très demandé. Plus tard dans la soirée, je l'ai entendu dire aux gens que je finirais probablement coincé à la maison pour toujours. C'était culotté de la part du gars qui n'avait ni travail, ni projet d'études, ni la moindre idée de ce qu'il faisait. Je n'ai rien dit à ce moment-là, mais je me souviens avoir pensé, un jour,
toute cette histoire de Golden Boy va leur exploser à la figure. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai déménagé la semaine même où j'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée. J'ai fait mes valises, j'ai conduit 3 heures jusqu'à l'université de Purdue et je n'ai pas regardé en arrière. Maman a pleuré comme si j'abandonnais la famille. Papa a dit, n'oublie pas d'où tu viens. C'était drôle venant du gars qui ne pouvait pas nommer un seul de mes cours parce qu'il était trop occupé à suivre les statistiques de football de Matt. Matt n'est même pas venu me dire au revoir. Il dormait encore quand je suis parti. L'université, c'était la liberté. Personne ne me criait dessus, personne ne cassait mes affaires, pas de parents agissant comme si je n'existais pas. J'ai trouvé un travail d'étudiant à la bibliothèque, rejoint le club de musique, me suis fait quelques amis. Pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas sur des œufs en attendant que quelqu'un me cherche des noix juste parce qu'il le pouvait. Pendant ce temps, à la maison, la vie de Matt a commencé à s'effondrer. Vous vous souvenez qu'il était censé être la grande star du football? Ouais, ce rêve est mort rapidement. Il s'est inscrit à des cours dans un community college mais y allait à peine. Il a abandonné après un semestre, disant à tout le monde que l'école n'était pas pour lui et qu'il était en train de réfléchir à son avenir. Ce qu'il faisait vraiment, c'était dormir jusqu'à midi, jouer à la Xbox toute la nuit et vivre au crochet de papa et maman. Il le traitait toujours comme s'il était spécial. Il a juste besoin de temps, disait maman chaque fois que des proches demandaient ce qu'il faisait maintenant. Il garde ses options ouvertes, disait papa, comme si Matt était un athlète de haut niveau au lieu d'un jeune de 20 ans au chômage et vivant sans payer de loyer. Je suis resté en dehors de tout ça. J'avais enfin ma propre vie et je ne perdais pas mon temps à me disputer avec eux à propos de Matt. Mais chaque fois que je rentrais pour les vacances, ils trouvaient un moyen de déclencher quelque chose. Le pire, c'était à Noël, lors de ma 2e année d'université. J'avais amené ma petite amie de l'époque, Rachel, pour rencontrer ma famille. Je l'avais prévenue à l'avance au sujet de Matt, mais elle n'a compris que lorsqu'elle l'a vu en action. Nous étions assis dans le salon, à discuter avec des proches, et de nulle part, Matt lance, « Et, Rachel, est-ce que Travis t'a dit qu'il pleurait à chaque fois qu'il perdait à Mario Kart ?» Tout le monde a ri. Puis il ajoute, « Ne l'excite pas trop ce soir. Il pourrait se remettre à pleurer. » Rachel avait l'air mal à l'aise. J'étais furieux. Et maman m'a dit d'arrêter d'être si sensible quand j'ai dit à Matt d'arrêter ses bêtises. C'était la dernière fois que Rachel est venue à la maison avec moi. Natalia ne rentrait pas beaucoup non plus. Quelques années plus tard, à 18 ans, Natalia a commencé l'université à New York. Je pense qu'elle a vu comment les choses se passaient et a décidé que la distance était la meilleure option. Elle n'est pas rentrée pour les vacances d'automne, a sauté quelques fêtes, et quand maman se plaignait, Natalia disait simplement qu'elle était occupée. Matt a agi comme si elle avait trahi la famille. Il disait aux gens qu'elle se croyait meilleure que maintenant. Ce qui était drôle, c'est que Natalia restait bien plus en contact avec moi qu'avec nos parents. Elle m'appelait pour parler de ses cours, de son petit ami Daniel, de la vie à New York. Elle mentionnait rarement Matt, sauf pour dire qu'elle était contente de ne plus avoir à le supporter. Quand j'étais en 3e année, Matt avait 22 ans et vivait toujours à la maison. Pas de travail, pas d'études, pas de projet. Il a travaillé dans une station de lavage pendant 2 mois. Il a démissionné parce que le patron était un con. Il a essayé le paysagisme pendant un été. Il a démissionné parce qu'il faisait trop chaud. Chaque fois qu'il démissionnait, maman disait qu'il n'avait, tout simplement pas encore trouvé ce qui lui convenait. Pendant ce temps, papa a commencé à me mettre la pression pour que je vienne plus souvent. Il disait que la famille se disloquait parce que Natalia et moi ne rentrions pas assez. Je lui ai dit que si, à la maison, tout ne tournait pas toujours autour de Matt, les gens auraient peut-être envie d'être là. Il n'a pas aimé cette réponse. Les choses ont finalement explosé l'été avant ma dernière année. J'étais à la maison pour quelques semaines, travaillant en intérim pour économiser de l'argent. Un soir, au dîner, Matt a commencé à faire des commentaires sur le fait que je me croyais meilleur que tout le monde juste parce que j'étais à l'université. Je l'ai ignoré au début, mais il a continué. Il a dit que mon diplôme était inutile, que je finirais par travailler dans une station-service comme la moitié des gens diplômés. J'ai finalement craqué et j'ai dit, au moins, je ne vivrai pas dans le sous-sol de papa et maman à 22 ans, sans emploi et sans la moindre idée de ce que je faisais. Silence. Papa m'a dit de m'excuser. J'ai ri et j'ai dit non, parce que je n'avais pas tort. Matt s'est mis en colère,
m'a jeté un petit pain à travers la table comme si nous avions 5 ans. Je suis sorti, je suis retourné sur le campus le lendemain, même si les cours d'été n'avaient pas encore commencé. C'était la dernière fois que je suis resté plus d'un week-end chez mes parents. Après ça, les vacances étaient aléatoires. Parfois je venais, parfois non. Natalia venait encore moins souvent que moi. Maman disait que la famille s'effondrait. Je pensais que peut-être, elle se mettait enfin en place. Natalia a rencontré Daniel lors de sa 3e année à New York. À ce moment-là, Matt avait 27 ans, j'en avais 25. Et le fossé entre nous semblait plus grand que jamais. Elle m'a appelé environ un mois après le début de leur relation. Elle a dit qu'il était intelligent, drôle, qu'il avait un bon travail en vue après ses études, et qu'il l'écoutait vraiment quand elle parlait. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais jamais entendue. Je l'ai rencontré l'été suivant, lorsqu'ils sont passés par l'Indiana lors d'un road trip. Daniel était l'un de ces gars qui n'ont pas besoin de dire grand-chose pour que les gens l'apprécient. Confiant, mais pas arrogant. Il m'a serré la main, m'a posé des questions sur mes cours, et a même apporté à mes parents du café de luxe de New York en cadeau. Maman l'a tout de suite adoré. Papa aussi. Matt, non. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Daniel lui a demandé ce qu'il faisait comme travail. Matt a marmonné quelque chose sur le fait de « prendre du temps pour réfléchir ». Daniel a juste hoché la tête et changé de sujet. Je pouvais voir que Matt détestait ne pas être le gars le plus impressionnant de la pièce pour une fois. Quelques mois plus tard, Noël est arrivé. C'était la première fois que toute la famille était réunie depuis plus d'1 an. Moi, Natalia, Daniel, maman, papa et, bien sûr, Matt. À ce moment-là, Matt avait 27 ans, j'en avais 25, et Natalia était en 3e année d'université. Nous nous sommes finalement retrouvés sous le même toit pour Noël. Dès le début, Matt essayait de jouer les gros bras, se vantant de ses anciens exploits au football, parlant par-dessus les autres, faisant des blagues stupides. Personne ne lui prêtait vraiment attention. La plupart de la conversation se déroulait entre Natalia, Daniel et moi, rattrapant le temps perdu sur les études et le travail. On pouvait voir Matt s'irriter. Il détestait ne pas être le centre de l'attention. C'est là qu'il a fait son coup habituel. Nous étions dans le salon après le dîner, tout le monde était assis. Natalia s'est levée pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Matt l'a suivi, et 1 minute plus tard, il est ressorti avec un grand bol d'eau, souriant comme s'il s'apprêtait à le lui renverser dessus à son retour. Avant qu'il ne puisse bouger, Daniel s'est placé juste devant lui. D'une voix calme, avec un regard fixe. « Repose ça », a-t-il dit. Matt a ri comme si c'était une blague. C'est juste pour rire. Daniel n'a pas bougé. J'ai dit « repose ça ». Matt s'est figé une seconde, réalisant probablement que Daniel n'était pas comme moi ou Natalia. Il n'allait pas laisser passer ça. Il n'avait pas peur de lui non plus. Daniel s'est penché un peu plus près. Si tu lances ça, toi et moi, on va avoir un problème. Matt l'a dévisagé, puis a lentement posé le bol sur le comptoir et s'est éloigné comme si de rien n'était. Natalia est revenue, a vu le bol posé là, m'a regardé. J'ai juste secoué la tête. Maman, bien sûr, a essayé d'arrondir les angles. Matt ne faisait que plaisanter, a-t-elle dit. Daniel ne l'a même pas regardé. Ça ne me semble pas drôle. Après ça, l'ambiance a changé. Matt est resté silencieux le reste de la soirée. Natalia et Daniel sont partis tôt, disant qu'ils étaient fatigués. Le lendemain, maman m'a appelé, disant que Daniel avait surréagi et que Matt était juste en train de s'amuser. Je lui ai dit que si elle avait dit à Matt d'arrêter quand nous étions enfants, il n'agirait pas encore comme un gamin de 12 ans à 27 ans. Elle n'a pas aimé ça. L'année suivante, Natalia est venue de moins en moins souvent à la maison. Parfois, elle sautait complètement les vacances. Maman se plaignait sans arrêt, disant qu'elle était trop occupée avec son nouveau petit ami pour se soucier de la famille. La vérité, c'est qu'elle ne voulait tout simplement plus avoir à faire face à Matt ou au drame. Quand Natalia m'appelait, elle ne s'en cachait pas, « Je ne supporte pas d'être avec eux », a-t-elle dit une fois. C'est comme si tout devait tourner autour de Matt. Ça a toujours été le cas, et ça le sera toujours. Je lui ai dit que je comprenais. Je ne rentrais moi-même que pour de courtes visites à ce moment-là. 1 an plus tard, Natalia a appelé pour dire que Daniel l'avait demandé en mariage. Elle semblait excitée mais nerveuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne veux pas de Matt au mariage. Je n'étais pas surpris. Après Noël, après des années à supporter son comportement, c'était logique. Et maman et papa, ai-je demandé. Je les inviterai, a-t-elle dit. Mais s'ils en font toute une histoire à propos de Matt, ils pourront rester à la maison aussi. Quand elle leur a annoncé le plan, ça s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. Maman a dit qu'elle était injuste. Papa a dit que c'était un événement familial et que Matt devait être là. Natalia leur a dit sans détour, il n'est pas invité. Fin de la discussion. Ils se sont disputés pendant des semaines, l'ont traité d'égoïste, ont dit qu'elle essayait de diviser la famille. Natalia n'a pas cédé. Puis des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Matt pourrait se pointer quand même. Un de ses amis a dit à quelqu'un à la salle de sport que Matt allait s'incruster au mariage parce que personne ne lui dit où il ne peut pas aller. Natalia n'avait pas peur, mais elle ne prenait aucun risque non plus. Daniel avait 2 copains de fac qui étaient flics. Ils ont proposé de garder un œil sur la situation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rendre visite à maman et papa avant le mariage. J'en avais assez de me taire. Des années de favoritisme, d'excuses et de défense de Matt s'étaient accumulées, et cette fois, il n'allait pas s'en sortir avec des paroles. Je suis retourné à la maison 2 semaines avant le mariage car je savais que les choses devenaient incontrôlables. Maman avait fait exploser mon téléphone en disant que Natalia déchirait la famille. Papa m'a laissé un message vocal disant que le mariage était une honte sans Matt. Quand je suis entré dans la maison, maman a commencé directement. Elle ne peut pas sérieusement s'attendre à ce que nous venions si Matt n'est pas invité, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que c'était exactement ce que Natalia attendait. C'est ta sœur, a dit maman. Tu devrais essayer de la raisonner. Non, ai-je dit. Elle ne veut pas de lui là-bas et elle en a parfaitement le droit après tout ce qu'il a fait. Maman a froncé les sourcils comme si je venais de parler une autre langue. Ce soir-là, au dîner, papa s'en est mêlé. Ta mère est contrariée. Natalia devrait reconsidérer sa décision. J'ai posé ma fourchette. Pourquoi? Pour que Matt puisse gâcher son mariage comme il gâche toutes les fêtes? Papa s'est penché en arrière. C'est son frère. Ouais, ai-je dit. Et il a passé 23 ans à nous traiter, elle et moi, comme des ordures pendant que vous regardiez ailleurs. Maman m'a dit de surveiller mon ton. Je leur ai dit qu'ils auraient dû surveiller le comportement de Matt il y a 10 ans. Puis je leur ai posé une question qui a fait taire toute la table. Qu'est-ce que Matt a accompli dans sa vie, au juste? Il a 23 ans, pas de travail, pas d'études, il vit ici sans payer de loyer, et vous le traitez toujours comme s'il était le Messie. Papa a dit que Matt avait juste besoin de temps. Il en a eu, du temps, ai-je dit. Tout lui a été servi sur un plateau pendant que vous blâmiez tout le monde pour ses échecs. Et maintenant vous vous attendez à ce que Natalia risque que le jour de son mariage se transforme en un autre de ses désastres? Ça n'arrivera pas, le visage de maman est devenu rouge. Papa m'a dit que je manquais de respect. Non, ai-je dit. Ce qui est irrespectueux, c'est que vous agissiez comme s'il méritait tout et qu'elle lui devait une place à son mariage après la façon dont il l'a traité. Personne n'a parlé pendant 1 minute après ça. Le lendemain, maman a appelé Natalia, essayant une dernière fois de la faire changer d'avis. Natalia n'a pas bougé d'un pouce. Si vous l'amenez, a-t-elle dit, ne venez pas du tout. Ça a fait sortir maman de ses gonds. Elle a accusé Natalia d'humilier la famille. Natalia lui a dit qu'elle en avait fini de se disputer et a raccroché. Pendant ce temps, Matt racontait à qui voulait l'entendre qu'il allait se pointer quand même. Natalia a appris par un de ses amis qu'il prévoyait d'amener quelques gars avec lui. Il disait qu'il n'allait pas laisser sa propre sœur le bannir comme un étranger. Quand je l'ai dit à Natalia, elle n'a même pas semblé surprise. Les amis de Daniel s'en occuperont, a-t-elle dit. Je ne le laisserai pas gâcher ça. 2 jours plus tard, j'étais de nouveau chez mes parents. Cette fois, juste pour être clair sur ma position. Vous savez que s'ils s'incrustent, ils appelleront les flics, n'est-ce pas, ai-je dit. Maman m'a fusillé du regard. Il ne ferait pas ça. Si, il le ferait, ai-je répondu, parce que vous l'avez laissé croire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait toute sa vie. Papa a croisé les bras. Tu te crois meilleur que lui parce que tu es allé à l'université? Non, ai-je dit. Je pense que je suis meilleur que lui parce que je ne rends pas la vie des autres misérable pour le plaisir. C'est là que papa a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
Si ta sœur continue comme ça, nous n'irons peut-être pas non plus. J'ai ri. Alors n'y allez pas, la mâchoire de maman est tombée. Allez-y, ai-je dit. Restez à la maison. Regardez Matt rester assis dans cette maison pendant les 30 prochaines années pendant que vous continuez à prétendre qu'il est votre petite étoile. Personne ne vous regrettera au mariage si vous ne pouvez pas respecter la décision de Natalia. Papa m'a dit de partir. J'ai dit d'accord, mais avant de sortir, je me suis retourné. Vous savez quelle est la partie la plus triste? Natalia épouse un homme qui la traite mieux que sa propre famille ne l'a jamais fait. Aucun d'eux n'a dit un mot. En sortant, j'ai vu Matt dans l'allée, appuyé contre sa voiture. Il m'a souri d'un air narquois. Grand mariage en perspective, a-t-il dit. Peut-être que je ferai un discours. Je me suis arrêté. Si tu te pointes, tu repartiras avec une escorte de police. Et c'est si tu veux. Son sourire s'est un peu effacé. La veille du mariage, maman m'a envoyé un texto disant qu'il n'avait toujours pas décidé s'il venait. Je lui ai dit de me tenir au courant pour que je puisse prévenir Natalia dans un sens ou dans l'autre. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, Natalia m'a appelé. S'il se présente avec lui, ils sont dehors. Daniel a déjà prévenu le personnel du lieu. Tu penses qu'ils le feront, ai-je demandé. Elle a fait une pause. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de leur part. Le mariage avait lieu un samedi après-midi dans un lieu en plein air à environ 1 heure de notre ville natale. Natalia et Daniel avaient volontairement organisé quelque chose de petit, amis proches, quelques parents, pas de drame si possible. Mais après le mois qui venait de s'écouler, personne n'était sûr de comment la journée allait se dérouler. Je suis arrivé tôt parce que Natalia voulait que je la tienne au courant si quelque chose se passait avec maman, papa ou Matt. Les 2 copains de fac de Daniel, tous 2 flics, étaient là aussi, habillés comme des invités normaux, mais gardant un œil sur l'entrée. À midi, les invités commençaient à arriver. Aucun signe de mes parents ou de Matt. À 13h, Natalia est sortie de la suite nuptiale, l'air stressé. Maman m'a envoyé un texto, a-t-elle dit. Elle dit qu'il risque d'être en retard. Juste elle et papa, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Elle n'a pas précisé. Daniel s'est approché, calme comme toujours. On a des gens à l'entrée. S'ils se pointent, ils ne dépasseront même pas le parking. Natalia a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincue. Une demi-heure avant la cérémonie, maman m'a finalement envoyé un texto. Nous ne venons pas. Passant ton frère. J'ai montré le message à Natalia. Elle n'a même pas scié. D'accord, a-t-elle dit. Alors c'est grand-père qui m'accompagnera à l'hôtel. Et c'est tout. Pas de larmes, pas de remise en question. Elle en avait fini avec eux. La cérémonie a commencé à l'heure. Grand-père a accompagné Natalia à l'hôtel pendant que maman et papa étaient probablement assis à la maison avec Matt, prétendant être les victimes. Tout était parfait. Natalia avait l'air heureuse. Daniel ne pouvait s'empêcher de sourire, et tout le monde présent célébrait vraiment au lieu de gérer des drames constants pour une fois. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Juste après la fin de la cérémonie, alors que les gens se dirigeaient vers la tente de la réception, un des amis de Daniel s'est approché. Attention, a-t-il dit. La voiture de Matt vient d'arriver. Natalia l'a entendu. C'est une blague, a-t-elle dit. Daniel a passé son bras autour d'elle. Va profiter de ta réception. On s'en occupe. J'ai suivi le flic jusqu'au parking. Matt sortait de sa voiture avec 2 de ses copains. Aucun d'eux n'était habillé pour un mariage. Matt était en jean et en t-shirt, comme s'il venait à un barbecue. Demi-tour, a dit le flic avant même que Matt ne ferme sa portière. Matt a souri narquoisement. Je suis ici pour le mariage de ma sœur. Pas invité, a dit le flic. Lee, Matt m'a regardé. Tu vas les laisser faire ça? Tu as eu des mois pour te faire inviter, ai-je dit. Comprends le message. Un de ses copains a marmonné quelque chose sur le fait que la famille, c'est la famille. Le flic a levé la main. Si vous faites un pas de plus au-delà de ce parking, vous violez une propriété privée. C'est à vous de voir. Matt m'a fusillé du regard. C'est de ta faute. Tu l'as monté contre nous. J'ai ri. Elle en a fini avec toi depuis des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Pendant une seconde,
j'ai cru qu'il allait tenter quelque chose. Mais Daniel est arrivé. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Vous devez partir, a-t-il dit, la voix calme mais ferme. Si vous dépassez ce parking, vous violez une propriété privée et la sécurité s'assurera que vous soyez escorté dehors. Le sourire de Matt s'est un peu estompé. Il a regardé ses copains, réalisant probablement qu'aucun d'eux ne voulait passer la nuit en prison pour son caprice. Ce n'est pas fini, a-t-il marmonné en remontant dans sa voiture. Si, ai-je dit. C'est fini. Ils sont partis. De retour à la réception, personne n'en a même parlé à Natalia. Elle a dansé, ri, pris des photos, agi comme si de rien n'était. Daniel a gardé un œil sur la situation, mais Matt n'est pas revenu. Plus tard dans la nuit, alors que la fête touchait à sa fin, maman a finalement envoyé un autre texto à Natalia. Nous n'arrivons pas à croire que tu aies mis la famille dans l'embarras comme ça. Natalia n'a même pas répondu. Elle m'a tendu le téléphone et a dit « Occupe-toi d'eux ». J'ai répondu par texto, elle n'a embarrassé personne. C'est vous qui l'avez fait en prenant le parti de Matt contre elle pendant 20 ans. Ne la contactez plus ce soir. Maman n'a pas répondu. Après la fin du mariage, quelques-uns d'entre nous sont restés pour aider à nettoyer. Natalia m'a serré dans ses bras avant de partir. Merci de m'avoir soutenu, a-t-elle dit. Toujours, lui ai-je répondu. Sur le chemin du retour, je m'attendais à ce que mon téléphone explose d'appels de maman ou papa. Rien n'est arrivé jusqu'au lendemain matin. Le message vocal de papa était furieux. Il disait que j'avais monté ma sœur contre la famille et que je lui avais manqué de respect, ainsi qu'à maman. Je l'ai effacé sans rappeler. Parce que voilà le truc. Ils avaient fait leur choix il y a longtemps. Ils ont choisi Matt. Chaque fois qu'ils le défendaient, chaque fois qu'ils ignoraient ce qu'il nous faisait, chaque fois qu'ils agissaient comme si le reste d'entre nous ne comptait pas, ils le choisissaient. Et maintenant, ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Après le mariage, Natalia et Daniel sont partis en lune de miel. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de drame familial pour tout gâcher. Pas d'appel téléphonique gênant, pas de dispute de dernière minute, pas de Matt se mettant au centre de l'attention. Les retombées n'ont pas tardé à se faire sentir. 2 jours après le mariage, maman m'a envoyé un long texto sur le fait que je leur avais manqué de respect en prenant le parti de Natalia. Elle a dit que nous leur devions des excuses pour avoir exclu un membre de la famille. Je n'ai pas répondu. Natalia non plus. Une semaine plus tard, papa a laissé un autre message vocal furieux disant que nous déchirions la famille. Le même discours qu'il me tenait depuis mon départ pour l'université. Je l'ai effacé. Natalia m'a dit qu'elle les avait bloqués après ça. Je n'ai pas besoin de ce stress, a-t-elle dit. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Matt a essayé de m'appeler une fois aussi. Il a laissé un message disant que j'avais monté tout le monde contre lui et que j'étais jaloux de lui. Jaloux de quoi? Il n'a pas précisé, probablement parce qu'il n'y avait rien à énumérer. À l'automne, j'ai appris par un cousin que Matt vivait toujours à la maison, toujours sans emploi, et blâmant toujours tout le monde sauf lui-même. Il avait lancé une sorte de vente pyramidale, vendant des boissons énergisantes hors de prix, disant aux gens qu'il allait être riche en 6 mois. Ça a duré 3 semaines. Aujourd'hui, il reste assis au sous-sol à jouer toute la nuit comme un modérateur sur Discord à plein temps, sauf qu'il n'est ni modérateur, ni n'a de travail. Maman et papa continuaient de le renflouer. Il a fait exploser leur carte de crédit, emprunté de l'argent qu'il n'a jamais remboursé, et il continuait de lui en donner. Pendant ce temps, Natalia et Daniel ont acheté une maison dans le nord de l'État de New York. Elle a obtenu une promotion au travail. Ils m'ont envoyé des photos de leur pendaison de crémaillère. Des amis souriants, un salon confortable, un tout nouveau départ. J'ai commencé à leur rendre visite plus souvent qu'à mes parents. Quand Noël est arrivé cette année-là, Natalia m'a invité avec ma petite amie, quelques cousins, les parents de Daniel, et même grand-père. Elle n'a pas invité maman, papa ou Matt. C'était les meilleures vacances que j'avais passées depuis des années. Pas de tension, pas de dispute, pas d'attente que quelqu'un gâche l'ambiance. Juste de la nourriture, des cadeaux et des gens vraiment heureux d'être ensemble. À la maison, maman a envoyé un texto de groupe le matin de Noël disant que la famille était autrefois unie avant que certaines personnes ne s'en mêlent. Personne n'a répondu. L'été suivant, les choses ont commencé à vraiment s'effondrer chez mes parents.
Matt avait 24 ans, toujours au chômage, vivant toujours dans son ancienne chambre. Un cousin m'a dit qu'il avait démoli le camion de papa après l'avoir emprunté sans permission. L'assurance n'a pas tout couvert, donc papa a dû payer de sa poche. Maman se plaignait à des proches de la difficulté de la situation, mais sans jamais faire le lien avec le fait que Matt était le problème. Puis papa est tombé malade. Rien de grave, mais assez pour qu'il ne puisse pas travailler pendant quelques mois. Soudain, ils ont réalisé qu'aucun de leurs 2 autres enfants ne se précipitait pour aider. Maman m'a appelé un soir en disant qu'ils avaient besoin que la famille se serre les coudes. J'ai demandé si Matt avait trouvé un travail. Elle a dit non, mais qu'il essayait. La même rengaine que j'entendais depuis des années. Je lui ai dit que j'espérais que papa irait mieux bientôt, mais que je ne reviendrais pas, que je ne paierais pas leurs factures, et que je ne garderais pas Matt quand il ne le pourrait plus. Elle n'a pas aimé cette réponse. Quand Natalia a eu son premier bébé, maman et papa ne l'avaient toujours pas rencontré. Elle a dit qu'il pourrait venir s'il s'excusait pour le mariage et admettait qu'ils avaient eu tort à propos de Matt. Ils ont refusé, disant qu'ils ne se laisseraient pas faire chanter, alors ils sont restés à la maison pendant que les parents de Daniel étaient les seuls grands-parents présents. Matt, aux dernières nouvelles, travaillait à temps partiel dans un magasin de pneus, vivait toujours à la maison, et blâmait toujours les autres pour ses problèmes. Il a posté une fois sur Facebook un message sur la « fausse famille » qui lui tourne le dos. Il a eu 3 likes. Il y a quelques mois, maman a appelé pour dire qu'ils allaient réécrire leur testament. Elle a laissé entendre qu'il prévoyait toujours de tout laisser à Matt parce qu'il en avait le plus besoin. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas. Elle a semblé surprise. Ça t'est égal? Oui, ai-je dit, parce qu'il le dépensera en 1 an et ensuite il n'aura plus rien, comme d'habitude. Elle n'a rien eu à répondre à ça. Aujourd'hui, je vois Natalia, Daniel et le bébé dès que je le peux. Nous passons les vacances ensemble, les anniversaires aussi. Ma petite amie les adore. La famille de Daniel nous traite comme si nous avions toujours fait partie de la leur. Maman et papa envoient encore un texto occasionnel sur la nostalgie du bon vieux temps. Je ne réponds pas beaucoup. Il n'y a rien à dire. Ils ont passé des décennies à choisir Matt au détriment de tout le monde. Maintenant, ils peuvent vivre avec ce qu'ils ont construit, un adulte incapable de prendre soin de lui-même et 2 enfants qui ont finalement cessé d'attendre qu'il change. Pour la première fois de ma vie, c'est calme. Et je compte bien que ça le reste. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous êtes captivé par cette histoire, explosez ce bouton, Hype.